Bien, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce webinaire de notre projet La Philo pour grandir, un projet qui s'inscrit dans une marche vers la Nuit de la philosophie qui cette année va se dérouler les 11 et 12 décembre prochains. Donc vous êtes habitués à la Nuit de la philosophie, vous savez que l'Institut français du Maroc organise ses soirées à Rabat et à Casablanca tous les ans depuis quelques années. La pandémie n'aide pas à ce que l'on puisse se retrouver en présentiel. Aussi, ce soir, on est très honoré d'avoir quelques invités qui ont été disponibles pour pouvoir échanger avec vous sur ce projet de l'Institut français de Rabat pour la Nuit de la philosophie 2020, à savoir la présentation de la philosophie pour grandir, comment accueillir des enfants et comment les engager à avoir une réflexion autour de la philosophie. Avant de présenter très brièvement ces intervenants, je vais simplement vous rappeler que le 11 et le 12 décembre, nous aurons des conférences de 4 invités. 3 sont d'ores et déjà confirmés. Le premier, la conférence inaugurale, sera assurée par le professeur Mohamed Ennaji pour le 11 décembre. Nous aurons ensuite le professeur Sow, le professeur Abdoulaye Sow de Nouakchott, de Mauritanie, qui interviendra. Nous aurons une conférence avec le sociologue Éric Fassin depuis la France, et puis nous aurons un 4e invité. Ce programme sera évidemment disponible sur les réseaux sociaux de l'Institut français du Maroc très rapidement. Il sera disponible pour l'ensemble de ceux qui se connectent sur nos réseaux sociaux à travers le Royaume. Donc on vous donne rendez-vous les 11 et 12 décembre, et ce soir, on va s'intéresser aux plus jeunes, aux plus petits, d'où l'intitulé de notre soirée, pourquoi philosopher avec les enfants. Ce projet va se décliner en différentes étapes. La première étape, bien sûr, ce sera une étape qui sera de sensibiliser le grand public avec cette table ronde virtuelle qui vous est proposée ce soir. À partir de demain, nous aurons une formation, donc former des éducateurs. Ce sera le cas pour une quarantaine d'enseignants qui ont accepté et qui sont intéressés surtout pour participer à cette formation qui sera proposée par 2 des intervenants de ce soir. Nous aurons ensuite une initiation des jeunes, c'est-à-dire que plus de 500 élèves seront formés par des intervenants de l'association SEV. SEV Maroc, on a une des créatrices de l'association parmi les invités ce soir, mais ce sera des interventions qui seront organisées directement dans les classes, en tout petit groupe bien évidemment, puisque nous sommes très attachés au respect des conditions sanitaires et au respect de la distanciation. On ne va pas faire de grands groupes. Et puis enfin, nous aurons une étude d'une œuvre, celle de Dar Benjeloun, La philo expliquée aux enfants, et avec en conclusion un échange qui sera réalisé avec ceux qui ont étudié le livre et qui pourront interviewer directement l'auteur. Ce sera probablement début décembre. Donc ce soir, on va accueillir les différentes intervenantes et l'intervenant marocain qui va modérer. Donc merci à tous les 4 d'être parmi nous pour cette intervention. D'abord, une des créatrices de l'association SEV France, c'est Marie-Jeanne, excusez-moi, Trouchot, qui va être la première à intervenir. Nous aurons ensuite Audrey Détailleur, le professeur Tijania Ferta, qui représente le Maroc, et la soirée sera bien évidemment modérée par le président de l'association SEV Maroc, à savoir Soufiane Margoub. Madame Trouchot, bonsoir, merci d'être parmi nous. Bonsoir, monsieur. Madame Détailleur, bonsoir également, merci d'être parmi nous. Je ne sais pas où en France, mais quelque part en tout cas, et c'est un plaisir de vous accueillir. Et Madame Ferta, bonsoir également. Je laisse la parole maintenant à Soufiane Margoub pour animer cette soirée, et on se retrouvera à la fin de la soirée, évidemment. Merci d'être parmi nous. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à M. Pierre Hubert. Excusez pour les petits couacs techniques. Alors, on va enchaîner directement avec une petite présentation très rapide de nos intervenantes. Je vais commencer par Mme Tijania Ferta, qui est membre de la commission permanente de la gouvernance du système national de l'éducation et de la formation.
Elle a travaillé en tant que professeure et inspectrice de philosophie, ex-directrice de l'Académie régionale de l'éducation et formation de Rabat Saleh Moselle et ancienne déléguée du ministère de l'Éducation, également auteur d'ouvrages autour de l'éducation et de la philosophie. Deuxième intervenante, Madame Audrey Détailleur, docteur en sciences de l'éducation, coordinatrice du master MEF à l'Institut de formation pédagogique à Lille. Audrey a mené des ateliers philosophiques auprès des enfants pendant plusieurs années et elle consacre ses recherches sur ces pratiques. Elle est aussi formatrice d'animateurs d'ateliers de philosophie avec les enfants et les adolescents. Et pour notre troisième intervenante, Madame Marie-Jeanne Trousseau, psychothérapeute, conférencière, formatrice en relations humaines pendant plus de 25 ans, auteure de plusieurs ouvrages et formatrice sur la relation bienveillante à l'enfant et à l'adolescent. Elle est également un des piliers de l'association CED France et aussi elle a travaillé en tant que coordinatrice générale du parcours de formation de l'association CED. Donc, sans plus attendre, je pense qu'on va entrer directement dans le vif du sujet, la philosophie avec les enfants et l'adolescent. Et peut-être avant ça, je vais juste faire un petit rappel du déroulement. Donc, il y aura une heure de discussion autour de 3 questions fondamentales sur la philo avec les enfants. Les spectateurs et l'audience peuvent très bien utiliser le chat pour poser leurs questions. Et à la fin, on aura un espace de questions-réponses destiné à nos intervenantes. Donc, alors, je vais commencer par une question qui est posée plein de fois à mes professeurs qui n'ont jamais eu l'occasion de connaître ce que c'est la philosophie. Et je vais m'adresser tout d'abord à Audrey. Alors, qu'est-ce que la philosophie avec les enfants et pourquoi il est important de la philosophie avec eux? À toi la parole. Merci, bonsoir à tous. Alors, je tenais encore à vous remercier de l'honneur, du plaisir que vous me faites en permettant de vous rejoindre à cette table ronde. Alors, même si vous rencontrer au-delà d'un écran aurait été un immense plaisir. Et un merci tout particulier à Marion et Soufiane pour leur invitation à penser ensemble et les échanges qu'on a pu avoir pour préparer cette rencontre. Et en ces temps perturbés, quelle belle invitation. Je voudrais commencer par vous raconter une petite histoire. J'espère ne pas vous endormir à cette heure, mais il me tenait à cœur de vous la raconter. Pour cela, revenons au siècle dernier, et plus particulièrement en 1999. À l'époque, il n'y avait pas de pandémie encore. Enfin, en tout cas, c'en était d'autres. À cette époque, je sortais d'une licence de philosophie et je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire de ma vie. Je savais juste une chose, ce que je ne voulais pas faire. À savoir, je ne voulais pas faire le métier de ma maman, de ma tante, de ma grand-mère, longue lignée, c'est-à-dire que je ne voulais pas devenir professeur des écoles. Et l'humain, pétri de ses propres contradictions, est ainsi fait. En septembre 1999, je devenais professeur des écoles remplaçante. Alors que quelques mois auparavant, je maniais les concepts, je me retrouvais face à une horde d'enfants de 4-5 ans. Je vous passe les mésaventures d'une enseignante débutante dont les souvenirs me font encore sourire aujourd'hui pour vous emmener un matin de décembre 1999 dans ma petite classe dans le nord de la France. J'étais assise à une table et une petite fille dénommée Charlène est venue s'asseoir à côté de moi. Elle me regardait sans rien dire. Soudain, elle me lança cette question. « Tu as des enfants, toi ?» Ne me voyant pas lui expliquer que ma vie était un désert affectif, je me suis contentée d'un non. Charlène m'a ensuite demandé si j'aimerais avoir des enfants un jour. Question à laquelle j'ai répondu oui. Ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que la petite Charlène avait été placée dans un foyer et ne retrouvait que ponctuellement sa maman. Après m'avoir expliqué qu'elle ne voyait pas sa maman, elle a alors eu une idée. Mais au fait, j'ai envie d'avoir des enfants. Et moi, ma maman ne peut pas s'occuper de moi. Ben, t'as qu'à m'adopter. Je me suis alors engouffrée dans des explications
en précisant que cela n'était pas possible, que sa maman l'aimait, même si elle ne pouvait pas se voir à ce moment précis, mais que les choses allaient et pouvaient changer. La réponse n'a pas semblé en être une pour la petite Charlène. Elle m'a alors posé cette question. Pourquoi est-ce que des parents peuvent ne pas aimer leurs enfants? Totalement désarçonnée par la question, je lui ai dit, me levant et reprenant mon statut d'adulte, et avec tout ce qui s'ensuit, écoute Charlène, ce sont des questions de grandes personnes. Tu es trop petite. Tu comprendras quand tu seras grande. Et c'est ainsi que s'est terminé l'échange. J'avoue ne pas m'être sentie très très fière durant la journée et notamment sur le chemin qui me ramenait chez moi. Pour la première fois de ma vie, je réalisais que cette petite fille, mais aussi beaucoup d'autres enfants de son âge, se posaient des questions existentielles. Et à partir de ce moment-là, je me suis promis que plus aucune question d'un jeune enfant ne donnerait pas lieu à une attention et à un moment d'échange et de réflexion. Cet échange avec Charlène, que je qualifie encore aujourd'hui d'expérience cruciale ou de révolution copernicienne dans ma pensée, m'a fait comprendre l'intérêt de philosopher avec les enfants. Mais comment faire? Philosopher avec les enfants, quelle ineptie, quelle folie, quelle fadaise, voire quelle foutaise, penseraient certains, ou pas. C'est d'ailleurs à partir de ce ou pas que je souhaiterais continuer mon propos. Ou pas. Imaginons un monde où des espaces dédiés à la pensée seraient proposés aux enfants dès leur plus jeune âge. Imaginons ces oasis de pensée, pour reprendre ici les mots d'Hannah Arendt, ces espaces et ces temps où les enfants pourraient se mettre à penser ensemble, loin de l'urgence et de la course effrénée du temps qui passe. Ou pas. Imaginons un monde où les questions existentielles des enfants donneraient lieu à une attention particulière des adultes qui les entourent. Une attention à ces êtres pensants. Ou pas. Et mettons-nous à rêver que ce monde puisse advenir. Ce monde existe. Car oui, ce monde existe. Ces pratiques mettant en scène des enfants qui pensent autour de questions existentielles qui les animent ne sont pas tant des pratiques innovantes, puisqu'elles existent depuis plus de 50 ans. En 1969, Matthew Lipman, alors professeur de logique à l'Université Columbia dans le New Jersey, voit arriver dans son cours de logique de jeunes adultes incapables de mener à bien un raisonnement logique. Il s'est alors demandé comment faire pour unifier ces jeunes adultes au raisonnement logique. Sans doute, la logique arrivait-elle trop tardivement dans le cursus scolaire. Il s'est ensuite demandé comment faire pour initier, développer et renforcer auprès de jeunes enfants le raisonnement logique. Et partant de l'idée que la logique est une des 5 branches de la philosophie, il s'est donc emparé de la philosophie comme un moyen permettant de faire réfléchir les jeunes enfants. Pour ce faire, avec Anne-Margaret Sharp, il s'est mis à écrire des romans de philosophie à destination des jeunes. Des romans dans lesquels étaient mis en scène des enfants qui réfléchissaient entre eux, raisonnaient et plus largement prenaient plaisir à penser ensemble. Alors, je ne résiste pas au fait de vous montrer le premier livre de Matthew Lipman. Alors, ah oui, c'est à l'envers, non, vous voyez, je ne sais pas. Voilà, qui est le premier livre de Matthew Lipman qui s'appelle « À la découverte d'Aristotelmeyer », dans lequel on voit finalement des enfants, d'où le jeu de mots, hein, ici Aristote est le meilleur, Aristotelmeyer. Nous voyons donc des enfants qui sont tout simplement engagés à faire des syllogismes aristotéliciens et à formuler des formules de logique. Donc, je reviens sur ces romans. Hein. Donc, ce n'est pas moins d'une dizaine de romans adaptés à l'âge des enfants qui ont ainsi été écrits. Chacun de ces romans étant accompagné d'un guide pédagogique à destination des pédagogues pour les aider à mettre en œuvre ces moments de réflexion philosophique que Matthew Lipman appela les communautés de recherche philosophique. La philosophie pour enfants était née. Et ces pratiques de philosophie n'ont eu de cesse de s'étendre dans le monde. Dès la fin des années 90, on a assisté à une lente mais décidée implantation des pratiques de philosophie dans les établissements scolaires, sous des appellations diverses comme les ateliers de philosophie, les ateliers de réflexion sur la condition humaine, selon Jacques Lévin, les discussions à visée philosophique et démocratique, selon Michel Toddy, pour ne citer ici que quelques exemples. Et que dire de cette dernière décennie?
l'UNESCO, qui crée et confie à Edwige Chirouter la première chaire consacrée au développement des pratiques de philosophie dans le monde. Frédéric Lenoir, philosophe qui, avec Martine Roussel-Adam et Marie-Jeanne Trouchot également, se lance dans l'aventure de la Fondation Sève, Savoir, être et vivre ensemble. Fondation qui a pour but, entre autres, de promouvoir ces pratiques de philosophie. Mais aussi, que dire de toutes ces personnes qui œuvrent pour permettre aux enfants de penser, de construire leur pensée critique, leur libre arbitre au quotidien. Alors, au-delà de ces dénominations diverses et variées, que sont donc ces pratiques de philosophie? Des moments au cours desquels les enfants se posent des questions, ou plutôt leurs questions. Non pas les questions que les adultes posent aux enfants, ou les questions que les adultes aimeraient que les enfants se posent. Leurs questions. Ça veut dire quoi le courage? C'est quoi un ami? Peut-on être libre, même confiné chez soi? Question ô combien d'actualité. Mais encore, pourquoi doit-on mourir un jour? Et le bonheur, c'est quoi? Prendre soin des enfants, prendre soin de leurs questions sur l'existence, pour ensuite leur proposer un cadre leur permettant de penser ensemble. Un cadre bienveillant, Marie-Jeanne y reviendra très certainement, mais également un cadre rigoureux qui permet la liberté de penser. Les enfants ont une parole, une pensée et une légitimité à penser. Il s'agit alors de réunir les conditions permettant aux enfants de construire leur pensée dans un cadre sécurisant, loin du relativisme de la pensée ou encore du dogmatisme. Leur permettre de découvrir les plaisirs de la rencontre avec d'autres manières de penser. Alors, comment, in fine, définir l'objectif de ces pratiques de philosophie avec les enfants? On a pu voir qu'il y avait plusieurs dénominations, plusieurs manières de mettre en œuvre aussi ces ateliers de philosophie, mais je pense qu'on pourrait finalement résumer tout au moins ces objectifs sur l'objectif que je vous propose, que je vous soumets à discussion. Apprendre à penser par et pour soi-même avec les autres. Alors, apprendre à penser par soi-même. Apprendre à se départir de ses prêts-à-penser, reposant sur des opinions qui ne sont parfois même pas les nôtres. Produire sa propre pensée, une pensée rigoureuse, mais une pensée créative, pour reprendre ici le propos de Matthew Lipman. Faire l'expérience de la découverte d'une nouvelle pensée après avoir échangé avec d'autres. Quoi de plus joyeux que de se découvrir être un être pensant. Pour ce faire, apprendre à argumenter, conceptualiser, problématiser, comme le propose Michel Teddy. Apprendre à argumenter pour voir ce sur quoi reposent nos opinions. Apprendre à faire des distinctions entre les termes, apprendre à faire des distinctions de concepts pour ensuite s'initier dans la conceptualisation. Et enfin, apprendre à se poser des questions et à voir ce qui peut poser problème dans nos propos ou notre manière de penser. L'animateur aura ce rôle de permettre aux enfants de construire ses compétences philosophiques. Deuxième point dans l'objectif, apprendre à penser par soi-même. Par soi-même, mais aussi pour soi-même. Apprendre à penser pour mieux conduire sa vie et ses relations avec les autres et au monde. J'emprunte à cette occasion la formule André Consponville qui précise que la philosophie consiste à mieux penser pour mieux vivre. Ces moments de philosophie sont effectivement des moments propices à la culture du jugement. Développer des jugements, devenir critique, puis autocritique pour mieux conduire sa vie. Alors, au-delà de ces objectifs, ce sont des effets également que l'on peut mesurer par la mise en place de ces pratiques auprès des enfants. Des enjeux philosophiques, certes, mais également éthiques. Comment s'inscrire en tant que personne du monde dans ce monde avec les autres? Des enjeux langagiers. On ne cesse de repérer finalement, quand on a une pratique régulière avec les enfants, la plus-value au niveau langagier. Apprendre à trouver les mots justes. Et oui, copains et amis, c'est pas la même chose. Chacun de ces mots revêt des acceptions différentes. Des enjeux cognitifs, apprendre le raisonnement, apprendre à conceptualiser. Et oui, l'amour, c'est parfois Eros, Philia ou encore Agapé. C'est pas tout à fait la même chose. Et enfin, des enjeux citoyens. Apprendre à trouver sa place en tant que citoyen à part entière. Pouvoir faire entendre sa voix par le média de la raison. Alors, comment faire? Des approches différentes, des dispositifs pédagogiques différents existent et diffèrent. Que l'animateur soit plus ou moins présent,
de partir de support ou non pour faire émerger le questionnement des enfants, de se poser la question de la trace écrite à l'issue de ces temps de pratique de philosophie. Mais au final, qu'importe. Un point cependant reste important, sinon crucial. L'animateur est le garant du cadre de la discussion, mais est le facilitateur des échanges et de la construction de la pensée des enfants, notamment en posant des questions, en proposant des reformulations, en procédant à des mini-synthèses, en mettant en lien les interventions entre les participants, dans le but de construire une pensée rigoureuse, non pas une pensée unique, mais une pensée rigoureuse. Mais à aucun moment, il ne donnera son avis. Il observera la plus grande prudence et attention aux propos des enfants sans s'y projeter. Et au-delà de ces objectifs visés, c'est le projet pour une société qui est posé. Un projet fraternel pour l'humanité et une confiance en l'humain. En ces temps perturbés, je le disais tantôt, quoi de mieux que de promouvoir et œuvrer pour cette culture de la paix. Une paix basée sur les échanges construits et constructifs. Mais aussi une paix basée sur la lenteur. Tout va plus vite. Les échanges, les rencontres, tout va plus vite, sauf peut-être ce soir la connexion Internet de Soufiane. Tout va plus vite, mais alors, acceptons cette lenteur. Et ce petit pas de côté qui permettra aux enfants de savourer l'expérience de penser ensemble. Sylvie Solaire, professeure à l'Université de Lille en France, aimait à penser que la philosophie était l'art de faire des détours. Jolie métaphore, vous me l'accorderez. Alors après le jeu des ou pas, je voudrais vous proposer le jeu des cap ou pas cap. Alors, cap ou pas cap d'entrer dans cette synergie et dans cet élan. Mener ces moments de philosophie avec les jeunes s'apprend. Et en même temps, si nous ne sommes pas tous des docteurs en philosophie, nous sommes tous des êtres doués de raison, capables de construire des compétences philosophiques auprès des jeunes avec bon sens. Je terminerai mon propos en revenant à la petite Charlène, qui ne doit plus être si petite que ça. Elle doit maintenant avoir près de 25 ans. Qu'est-elle devenue? Se souvient-elle des moments de discussion philosophique partagés avec ses camarades de classe alors qu'elle était juste âgée de 5 ans? Alors, je fais le souhait pour elle, ainsi que pour tous les enfants, d'être devenue une personne alliant la tête, le corps, le cœur. Je vous remercie pour votre attention. Bravo. Merci beaucoup, Audrey. C'est une réponse aussi poétique que j'imaginais depuis le début, effectivement. J'ai retenu quelques points essentiels, bien entendu, pas exhaustifs. C'est que la Philo pour enfants fournit un espace de pensée pour les enfants, pour leurs propres questions et non pas les questions qu'on imagine ou qu'on souhaite qu'ils se posent et qu'ils posent aux autres. Que c'est une pratique assez ancienne, que ça ne date pas forcément d'hier. Et puis, il y a énormément d'apprentissage dans la Philo pour enfants, le raisonnement, la relation aux autres aussi, l'éthique, la citoyenneté, et puis aussi l'importance du rôle de l'animateur. Alors, en t'écoutant, je me suis dit peut-être que j'ai une question philosophique que peut-être un enfant peut se poser. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Le fait d'avoir une connexion très lente, peut-être que ça peut être une question philosophique aussi. Je laisse la parole aussi peut-être à Marie-Jeanne ou à Tijania, peut-être pour un enrichissement de cette première question avant de passer à la deuxième. On continue, puis on... On continue? Très bien. Alors, moi, j'ai entendu en fait dans la question, dans la réponse d'Audrey, qu'il y a énormément d'enjeux en fait qui passent entre l'animateur et l'enfant et peut-être les enfants envers eux-mêmes. Et je me suis posé la question, est-ce que le fait de connaître des techniques d'animation d'atelier philo est suffisante pour réussir un atelier philo? Là, je m'adresse bien entendu à Marie-Jeanne. Est-ce que c'est suffisant? Connaître la technique, c'est indispensable, évidemment. Et justement, des personnes comme Audrey ou comme tous nos formateurs savent transmettre cette technique. Mais je pense que connaître l'enfant, c'est tout aussi indispensable.
Parce que justement, lors d'un atelier, ce ne sont pas des élèves que nous avons en face de nous, ce sont des enfants. Et ça fait vraiment toute une différence de posture chez l'animateur. Habituellement, un enfant, du matin au soir, on lui dit ce qu'il doit faire et ce qu'il doit penser. Va te laver les dents, habille-toi, prépare-toi, fais ceci, fais tes devoirs, apprends ceci, etc. C'est-à-dire que vraiment, l'enfant, la plupart de la journée, est considéré comme quelqu'un qui va donner des ordres et lui dire ce qu'il doit penser, ce qu'il doit faire. Et puis arrive l'atelier de philosophie, et là, tout d'un coup, eh bien justement, c'est un espace de liberté qui lui est offert. Et Audrey insistait beaucoup sur cet espace de liberté qui doit être sécurisé. Pourquoi? Parce que l'enfant, aujourd'hui, les neurosciences nous apprennent tellement de choses sur le fonctionnement du cerveau de l'enfant, sur la chimie des émotions. L'enfant est un être immature et insécure. Il est tout petit, il n'est pas fini, et donc on ne peut pas lui reprocher d'être justement immature, puisqu'il est immature. Et la découverte de ces, justement, que nous permettent les neurosciences est fabuleuse dans ce sens-là. Et vraiment, ce n'est pas un être à corriger ou à redresser, c'est un être à laisser pousser de manière la plus harmonieuse possible, mais comme une petite pousse, quelquefois, il aura besoin d'un tuteur, il aura besoin justement d'être guidé, mais pas guidé dans sa pensée, mais guidé dans l'organisation de sa pensée. Et lors d'un atelier philo, justement, ce qui sera très important, c'est de se mettre à hauteur d'enfant. Cet enfant, selon l'âge, est-ce qu'on va avoir une classe vous voyez, un groupe d'enfants de 6 ou 7 ans, de 8 ou 10 ans, de 11 ou 12 ans, et comment l'animateur va se placer à hauteur d'enfant, c'est-à-dire va comprendre le monde intérieur de cet enfant, les émotions de ce groupe d'enfants, et savoir comment, au-delà de l'aspect logique de ce qu'ils vont dire, de tout le raisonnement qu'ils vont faire, il y a tout un aspect émotionnel qui va se transmettre aussi, et les enfants ne vont pas quelquefois faire la différence entre ce qui vient de leur tripe et ce qui vient de leur pensée. Et comment justement les animateurs vont pouvoir accueillir la pensée et ramener les enfants sur la pensée au-delà de ce qu'ils vont dire de manière très émotionnelle, pour ne pas faire tourner un atelier de philosophie en atelier de psychothérapie d'enfants, de psychothérapie de groupe d'enfants. Ça serait tout à fait malvenu, inconséquent, et personne, enfin, en tout cas, nous n'aurions pas la compétence pour gérer cela, et puis ce n'est pas le contrat, ni avec les enseignants, ni avec les parents, ni avec les enfants. Donc, effectivement, connaître déjà la fragilité de l'enfant, connaître son immaturité, connaître sa sincérité, connaître comment l'enfant est capable de se livrer, c'est pour ça que la technique est indispensable, justement. Et c'est pour ça que ça nous permet de rester dans les clous de l'atelier philo et de ne pas partir. Par exemple, tu disais, Audrey, tout à l'heure, vaut-il mieux être mortel ou immortel, ou pourquoi on meurt, etc. Il est probable qu'à cette occasion-là, les enfants peuvent partir avec plein d'émotions. Ma grand-mère est morte, mon petit chat est mort, etc. Et il peut y avoir des pleurs, des choses très, très difficiles. Comprendre que l'enfant est en train d'exprimer quelque chose de fort pour lui, mais que justement, on va respecter, mais pas partir sur cette collection d'expériences pour que les enfants n'aillent pas livrer leur chagrin, etc., ce qui les mettrait ensuite en difficulté, par exemple, dans la cour de l'école. Et c'est là que ça prend toute sa valeur d'apprendre justement comment reformuler d'une manière intellectuelle. Donc, effectivement, on voit que ça fait beaucoup de chagrin quand on meurt, quand il y a des gens qui sont proches de nous qui meurent,
Et donc, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on est obligé de mourir? Et on revient sur la question philosophique, sans laisser les enfants partir là où ils partiraient très facilement sur quelque chose de très émotionnel. Et comment on va donc à la fois respecter les émotions de l'enfant, justement pour ne pas le mettre en difficulté parce qu'il se serait livré. L'enfant, je dis que ce n'est pas une éponge à émotion, c'est une émotion. Et c'est normal puisque justement, quand on étudie justement le développement du cerveau de l'être humain, on voit que à ces âges-là que l'on a cités, 8 ans, 10 ans, etc., eh bien, le cerveau n'est pas terminé. Les connexions, les câblages neuronaux ne sont pas terminés. Donc, obligatoirement, il y a des immaturités qui font que ça n'est pas possible pour eux de gérer tout ce qui est émotionnel. Et c'est donc à l'adulte d'être suffisamment respectueux de lui, de le comprendre suffisamment, de le connaître suffisamment, de connaître son fonctionnement pour ne pas partir dans quelque chose qui serait totalement décalé. L'enfant a besoin de sécurité et il faut que l'adulte soit le garant de cette sécurité. Le garant de cette sécurité n'est pas seulement une sécurité physique, c'est aussi une sécurité émotionnelle et c'est une sécurité pour que justement les enfants, on va leur donner la liberté de parole. Et comme le disait Audrey, j'aime beaucoup le rappeler aussi, vous savez les enfants, on va commencer par vous donner une autorisation. Vous avez le droit de tout dire. Alors ils adorent ça. D'habitude, on leur dit ce qu'il faut qu'ils disent, ce qu'il faut qu'ils fassent, ce qu'il faut qu'ils pensent. Et là, on commence, vous savez les enfants, vous avez le droit de tout dire. Mais vous allez juste nous dire pourquoi vous le pensez. Et puis, il va falloir qu'on s'organise pour pouvoir dire ensemble ce que l'on pense. Et donc, les enfants vont entrer dans cette organisation à partir de droits et pas à partir de devoirs. Et les adultes étant garants, justement, que cette organisation soit faite de manière cohérente et efficace. Donc, je crois que vraiment se placer à hauteur d'enfant et connaître le fonctionnement de l'enfant, c'est absolument indispensable pour pouvoir animer un atelier de philosophie. Donc, la technique, oui, absolument. Sinon on partirait dans n'importe quoi. Mais connaître l'enfant et connaître aussi ce qu'est la bienveillance, parce que l'intention de bienveillance ne signifie pas la bienveillance. Je ne pense pas qu'il y ait ni un parent, ni un enseignant, en tout cas pas ceux qui s'intéressent à ce que nous faisons, qui aient envie d'être malveillant avec ses enfants. Quand on met un enfant au monde, quand on devient professeur des écoles, même par hasard, eh bien, c'est quand même qu'on a une intention positive vis-à-vis des enfants. Mais est-ce qu'on se rend compte de la portée d'une humiliation, de la portée d'un regard, de la portée d'un non-regard? Par exemple, laisser des enfants dans un coin et s'intéresser à ceux qui répondent bien, qui nous font plaisir, et laisser dans un coin ceux qui ne répondent pas ou ne se manifestent pas. Comment justement nous allons également traiter chaque enfant, même s'il ne parle pas, sans jamais l'obliger à parler, sans jamais l'exclure, parce que l'exclusion, c'est une chose absolument dramatique. Quand on exclut un enfant, on en fait une bombe à retardement. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant dans un groupe peut perturber, pourquoi? Ma foi, il peut avoir des soucis, il y a des choses difficiles à la maison, enfin, c'est trop cool. Il n'est pas bien. Donc, il va être agacé, il peut perturber un atelier. Qu'est-ce que ce serait facile de l'exclure, de lui dire, toi, tu nous gênes dehors. Mais à Sèvres, donc, on n'exclut jamais un enfant. Jamais. Pourquoi? Parce que, évidemment, une fois qu'on aurait exclu l'enfant, on peut philosopher entre nous, qu'est-ce qu'on est bien, on est tranquille. Mais l'enfant qui est exclu, comment il peut faire une fois qu'il est exclu? Soit il va venir faire violence sur le groupe qu'il a exclu pour y rentrer en force, soit il va se sentir tellement minable qu'il va se faire violence à lui.
Et justement, savoir-être et vivre ensemble, c'est pouvoir parler au lieu de se battre, c'est pouvoir dire, c'est pouvoir écouter, c'est favoriser l'empathie. C'est tout ça qui nous permet justement du vivre ensemble, du savoir-être. Et c'est pour ça que justement, je me suis vraiment, quand Frédéric Lenoir m'a demandé si j'étais intéressée pour créer la formation de Sève, vraiment, j'y suis allée avec enthousiasme parce que pour moi, la pratique de la philosophie, en tenant compte des enfants et de la réalité de l'enfant, c'est ce qui peut nous servir à modifier le monde, justement, en créant de la non-violence, de la discussion, des échanges d'idées, au lieu d'être dans des rivalités et des oppositions, d'être dans une discussion sur des idées différentes. Merci beaucoup, Marie-Jeanne. C'était très clair. Alors, j'ai retenu aussi l'importance de la sécurité vis-à-vis de la liberté chez l'enfant, et puis surtout le rôle encore plus important de l'animateur d'être garant de cette liberté et de cette sécurité. J'imagine un peu animateur comme un canard qui est en surface, on voit vraiment qu'il est tranquille alors qu'il est vraiment en train de travailler en profondeur. Merci beaucoup, merci. Donc, on a parlé globalement, mais très brièvement. Je sais très bien qu'il y a énormément de choses sous-jacentes dans ce que vous avez dit. Il y a énormément d'exemples de notions à approfondir. Et j'aimerais bien vous tourner cette fois vers Tijania et vous demander, en fait, de par votre expérience, autant en tant que fonctionnaire et toutes les fonctions que vous avez occupées, et puis bien entendu votre expérience personnelle en philosophie. En fait, qu'en est-il au Maroc de la philo pour enfants et quel bilan sur les projets qui ont été menés jusque-là au Maroc avec des jeunes notamment on peut dresser? Alors, je vous demande d'activer le micro. Je ne vous entends pas. Toujours pas. Et pourtant, il était. Voilà, très bien. Bon, maintenant. Parfait. Merci. Merci. Je te remercie, Sofiane, et je vous remercie pour l'honneur que vous me faites, que vous m'accordez pour participer à cette rencontre. Disons que moi, je vais partir d'une expérience absolument marocaine. C'est une expérience dictée par un contexte marqué par un système éducatif souffrant, par un imaginaire pédagogique qui semble bloqué et par une génération bloquée face et dépassée par une génération native des nouvelles technologies et par les problèmes actuels que vivent les jeunes. Et puis, il y a une réforme qui peine à venir. Donc, et la situation, moi, je suis partie d'un constat très, très fort et très pénible aussi comme constat, c'est que les savoirs dispensés au sein de l'école n'ont aucun impact sur les enfants, sur les sortants de cette école, ni sur le plan, ni dans leur rapport avec eux-mêmes, ni dans leur rapport avec autrui, ni dans leur rapport avec le monde. Donc, il faut chercher à éduquer autrement. Et ce que je dis, on peut donner beaucoup d'exemples. Je donne l'exemple, par exemple, on enseigne chez nous une discipline sur les droits de l'homme. C'est parfait, tout le monde est égal à tout le monde, mais même les démocrates les plus virulents, ils butent face à la question de l'héritage, par exemple.
un exemple, donc on ne reconnaît plus l'égalité de la femme et de l'homme en ce qui concerne l'héritage, et on peut donner des exemples multiples dans ce sens. Et en sciences, même dans les pratiques scientifiques, pour les disciplines scientifiques, on a constaté, grâce à une association internationale de physique et en partenariat avec l'UNESCO, on a travaillé sur ALOP, l'association c'est ALOP, on a travaillé on a fait des formations dans la perspective de libérer les jeunes de leur opinion, parce que les jeunes ne s'approprient pas les concepts scientifiques. Et à partir de là, si vous voulez, face à tous ces problèmes, j'ai fait appel, moi, à la philosophie et à l'art en même temps. Je me suis dit, la philosophie est cette discipline qui va pousser les gens à réfléchir, à penser par eux-mêmes et pour eux-mêmes, comme a dit Madame Audrey. Donc, à partir de là, si vous voulez, je me suis dit qu'il faut commencer. J'ai une conviction que tout travail de réforme, je pense toujours à l'intérieur de ces réformes avortées au Maroc, je me suis dit qu'il faut commencer par les jeunes, les plus jeunes, c'est-à-dire le primaire, pour avancer vers le collège, etc. Parce que les jeunes, finalement, ce sont des enfants qui posent des questions qui sont d'ordre existentiel. Le problème de la mort, le problème de Dieu, le problème de l'infini. Donc on n'invente pas pour eux des questions, ce sont des questions qui existent. Et le deuxième aspect, c'est l'art. J'ai fait appel à la philosophie et à l'art parce que les enfants dessinent par nature. C'est la socialisation qui fait que certains grandissent et deviennent des artistes et d'autres ne le seront peut-être jamais ou pas du tout. Donc, la philosophie pour moi, c'est pour développer la pensée et la structurer, et l'art pour donner à l'enfant l'occasion de s'exprimer, d'exprimer ses sensibilités. Un enfant a des désirs, a des pleurs, a des peurs, a des rêves, a des angoisses. Donc l'éducation, je n'ai pas cité philosophie pour les classes premières, parce que si ça a un rapport avec le contexte, nous sommes dans un pays où la lignée de ceux qui ont combattu la raison existe toujours, et ça peut poser des problèmes. Donc pour moi, le titre que j'ai donné à cette manifestation, c'est l'éducation aux couleurs de la vie. L'activité est réalisée en 2 étapes, en 2 ateliers. Il y a des ateliers de débat. Les enfants ne font pas de philosophie, il ne s'agit pas d'un cours de philosophie, mais l'atelier espace, c'est un espace de réflexion où les enfants apprennent à structurer leur pensée autour d'un thème choisi, donné, ou un thème sur lequel on peut se mettre d'accord. Ils apprennent à problématiser en posant des questions, ils prennent conscience dans ces ateliers que dans tel thème, il y a un problème qu'il faut discuter. Et à argumenter, parce qu'il faut argumenter, à définir des concepts. Donc, si vous voulez, l'approche ou la démarche est philosophique. Donc, nous assistons c'est extraordinaire, nous assistons dans ces ateliers à une véritable ébullition d'idées et d'hypothèses. Les discussions sont libres. Les ateliers, c'est-à-dire que ces ateliers sont caractérisés par le fait que les élèves sont libres, qu'il n'y a pas de pédagogie qui va pourchasser l'erreur, qu'il n'y a pas un classement du premier et du deuxième et du dernier, qu'il n'y a pas un élève mauvais et un élève qui est plus intelligent que les autres. Donc, au début, on va tout doucement, si vous voulez, on laisse les enfants libres un petit peu, mais les questions, on dépasse les appréhensions, on dépasse les peurs et les questions se précisent petit à petit, s'organisent d'une manière progressive autour d'une question essentielle. Ces ateliers finissent par devenir des espaces à réflexion, des espaces de réflexion à visée réellement philosophique.
Ces réflexions, donc c'est premièrement, c'est des espaces libres. L'élève pose des questions, cherche des réponses. Il y a un retour vers soi-même. Il prend conscience de sa propre pensée face aux interventions des autres. Chaque élève se trouve face à ses propres idées. Donc, il est obligé de les préciser, de les organiser dans une logique. Il développe la faculté d'un raisonnement compréhensible pour les autres, sinon personne ne comprendrait. Il développe il apprend à poser les bonnes questions. C'est très important parce que les bonnes réponses exigent décidément les bonnes questions. Donc l'atelier, deuxièmement, est un lieu de créativité. On assiste à une éclosion d'idées et d'hypothèses nouvelles, différentes. Troisièmement, c'est un lieu de dialogue. Il y a un échange organisé et fructueux qui s'installe. Dans ces ateliers, on développe le sens de l'écoute. Parce que s'il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas d'atelier. Le sens du respect, le penser collectif. On sent qu'on est en train, c'est-à-dire petit à petit, on commence, les enfants prennent conscience qu'ils sont en train de réfléchir collectivement, ensemble. L'élève apprend à penser individuellement et en communauté. Le débat collectif, bien sûr, nourrit le pensée de l'élève et le mène avec les autres à une élaboration ou à une construction d'idées autour d'un thème donné. C'est-à-dire que finalement, on peut dire que l'élève ou l'enfant apprend à penser en pensant. L'objectif, c'est de développer la pensée de l'enfant en lui donnant des outils nécessaires qui feront de lui un citoyen, qui n'accepte pas le prêt à penser, des outils qui le préservent de tout extrémisme, qu'il soit politique ou religieux, ou tout simplement l'inflation, qu'ils sachent, qu'ils apprennent à distinguer face à l'inflation des informations des médias, des choses vraies et des choses fausses. Ces outils qui lui permettent le développement des capacités de critique, d'analyse, de créativité, d'innovation, le développement du pouvoir de faire des choix conscients, c'est très important. Le développement d'une culture de l'apprentissage autonome. Parmi les choses qui tuent l'enseignement marocain et qui tuent l'enfant, ce sont les heures supplémentaires. L'élève n'apprend aucune autonomie face à cette situation. Donc, et en même temps pour nous, la philosophie, elle existe en 2 années. La première année bac et la deuxième année bac. Mais on n'a fait que couper le programme en deux, 1/3 en première année, le 2/3 en deuxième année. Mais ce n'est pas des programmes c'est le programme lui-même, c'est-à-dire la manière dont la philosophie est enseignée dans ces classes d'examen. On est plutôt face à un programme à finir, à terminer, mais il n'y a pas de liberté en fin de compte parce que de toute façon, on s'attend à un examen où il sera noté. Par contre, dans ces ateliers, il n'y a pas de notes. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute. Mais s'il y a des erreurs, c'est l'élève qui s'auto-corrige ou il est corrigé par les autres, par le raisonnement collectif. Donc, nous, je pense que le rapport des enfants à la philosophie, ce n'est pas un rapport très positif. La preuve que vous trouvez les heures supplémentaires en mathématiques, dans les disciplines scientifiques, etc., pas dans la philosophie, parce que la philosophie, soit qu'ils ne comprennent pas, soit que l'enseignement pose problème, etc. Donc, pour moi, c'est très important de familiariser l'élève avec le pensée philosophique pour préparer sa rencontre avec la philosophie, avec les philosophes, faciliter son apprentissage en général. Il s'agit donc de préparer l'élève à aborder une discipline nouvelle qui n'a pas de continuité dans le cursus scolaire, ce qui n'est pas le cas pour les autres disciplines. Donc, dans cette situation, nous avons travaillé sur des thèmes. J'ai commencé en 2003. En 2003, nous avons, avec une équipe formidable, nous avons travaillé sur le signe et le symbole dans la culture marocaine, et je vous assure
que les enfants étaient absolument époustouflants ce qu'ils ont préparé. Ils ont cherché les signes dans les tapis, dans le tatouage, dans les trucs du henné, un peu partout. Donc, parce que, comme j'ai dit, on travaille sur deux séances. Il y a une séance où il y a le débat et la semaine d'après, c'est les ateliers de peinture. Donc, on a travaillé aussi sur la montagne, sur les contradictions dans la vie. On a travaillé sur la liberté dans le milieu scolaire. Et dans le milieu scolaire, c'est un milieu où on fait venir les enfants qui sont en prison, les enfants des maisons de bienfaisance, les enfants à besoins spécifiques. Donc, ce ne sont pas seulement, on fait venir des enfants qui sont dans des situations différentes, qui sont séparés des parents, etc. Donc, les ateliers, ces discussions, si vous voulez, qui deviennent plus organisées, qui arrivent à des solutions, les questions, par exemple, pour la liberté, on lance comme ça, là je parle des enfants de la prison, on lance comme ça, qu'est-ce que pour vous la liberté? C'est sortir de la prison. Mais il y aura des réponses par les élèves eux-mêmes, par les prisonniers eux-mêmes qui vont répondre que ce n'était pas suffisant et parce que je verrai ça pour la deuxième partie. Alors pour les ateliers, on passe une semaine après, on passe aux ateliers de peinture. Ils sont encadrés généralement par des enseignants artistes des arts plastiques. La jeunesse, cet atelier, 365 élèves réalisent dans une action commune et libre de toute contrainte, sauf celle qu'impose l'acte de peindre et la virginité de la toile. Ils réalisent 365 tableaux. Le nombre est une allusion au cycle journalier de l'année. Le principe est simple. Un enfant, un tableau, un jour. L'objectif, c'est rendre à l'imaginaire son pouvoir pour un élève créatif et innovant. Toutes les éditions de l'éducation aux couleurs de la vie témoignent que l'art libère l'imaginaire des enfants. Chaque édition a été une belle aventure dans le monde des couleurs et des formes. L'activité picturale, vous allez me dire, est une activité individuelle, oui, où chaque personne revient à soi, c'est vrai, mais tout en baignant dans l'atmosphère d'une parole multiple et commune que nous avons développée dans notre premier atelier. L'art dans cette situation-là, est ici un moyen favorisant l'appropriation des connaissances et permettre de développer des compétences psychosociales et des apprenants et surtout un moyen qui ouvre la voie à la créativité et à l'innovation. Chaque tableau d'une dimension de 50 cm carrés a sa propre autonomie, mais inséré dans le jeu des 364 autres tableaux, il acquiert quelque chose de plus, une signification qu'à lui seul, il ne parvenait pas à restituer. L'ensemble qui, une fois exposé, s'offre à l'œil dans toute sa splendeur, nous révèle que la conscience de ces jeunes créateurs dans le silence et le plaisir a communié durant le temps de la réalisation du projet. Et j'aimerais dire deux mots sur une expérience très particulière et très intéressante. C'est l'expérience que j'ai menée en prison avec une association de jeunes philosophes, de jeunes enseignants de philosophie, le Cercle de Minerve. Ce sont eux qui ont encadré les ateliers de débat. Donc la rencontre avec les enfants prisonniers était lourde d'émotions. Une fois le contact établi, le malaise de part et d'autre levé, on oublie les murs de la prison. On ne s'occupe plus des fautes de l'un ou de l'autre. On se retrouve avec des enfants et des jeunes qui ont envie de parler, qui ont envie de rire, de s'exprimer, d'attirer l'attention dans une espèce de turbulence émotionnelle enfantine. Les regards se croisent. Certains expriment une tristesse profonde ou de l'inquiétude. Certains expriment de la curiosité. D'autres de l'espoir, parfois une joie insouciante. Comme en 2003, ça c'est quelque chose de formidable, en 2003, comme la dernière en 2018, la tâche de surveillance, la tâche des gardiens s'est métamorphosée en un élan d'empathie et une certaine affection envers ces détenus. Des gardiens ont pris spontanément des pinceaux à leur tour, soit pour réaliser chacun son propre tableau, soit pour intervenir directement sur des toiles naissantes des détenus. Un moment de réconciliation, vous allez me dire, oui, avec soi-même, avec autrui, éphémère peut-être, mais qui montre qu'on peut éduquer autrement.
Une myriade de couleurs a explosé. Les lignes ont pris des formes diverses et multiples, permettant aux uns et aux autres de planer dans l'imaginaire de la création artistique, comme le dit Nicolas Staël. Ils y volent librement à toutes les profondeurs. Les détenus mineurs ont vécu, exercé et réfléchi leur liberté à l'intérieur de la prison, en vivant ensemble une expérience commune où chacun de son côté s'est attelé à concrétiser ce qu'il entend par liberté ou tout simplement son rêve d'être libre. Toutes les réalisations reflètent d'une manière ou d'une autre une innocence infantile qui transcende le bien et le mal. C'est une autre expérience, comme je vous ai dit tout à l'heure, le vrai et le faux. Qu'il s'agisse de tableaux réussis, étonnants par leur harmonie et l'harmonie de leur expression, ou des tableaux inachevés ou ratés. Ces tableaux expriment tous, de manière diverse, l'expérience d'une liberté réfléchie, vécue en commun et réalisée, vécue en commun, le temps d'une parenthèse arrachée à la monotonie de la prison et de sa laideur. Un art sans artiste, ou plutôt un artiste pluriel. L'expérience paraît comme un simple jeu ou une activité d'éveil, mais au fond, elle est celle d'un penser et d'un vivre et faire ensemble, avec le désir de puiser dans l'acte collectif un sens à une existence qui portera désormais le sceau de la prison. Les couleurs de la vie dans toutes leurs nuances créées par des mains jugées coupables nous invitent à remettre en question l'acte éducatif lui-même. Et pour finir, je pense que les pratiques philosophiques à l'école, tout au long de la scolarité, sont une des activités pédagogiques qui répondent le plus à l'objectif d'une école qui serait une pépinière pour une pensée démocratique, une pépinière pour une pensée libre, une pépinière pour une pensée créative, une pépinière pour un développement personnel. Et je finis par dire que dans mon expérience, moi je pense que la raison n'est humaine que lorsqu'il y a une alliance entre la pensée et la sensibilité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Tijania. Merci pour ce témoignage très touchant. Je viens de prendre connaissance effectivement de cette expérience aussi et je suis très ravi de voir que les ateliers philo ont commencé aussi il y a longtemps quand même, depuis 2003 au Maroc, ce qui est vraiment une lueur d'espoir. Je pense qu'on essaiera de continuer le travail pour que ce soit un peu plus démocratisé, on va dire. Je ne sais pas si vous avez, chère intervenante, vous avez des points à soulever ou peut-être des choses à rajouter avant de passer aux questions. Nous en avons quelques-unes et aussi des messages de sympathie, ce qui fait vraiment plaisir au cœur. Oui, Marie-Jeanne. Ton micro, s'il te plaît. La voix. C'est bon, voilà. Ah, voilà. Parfait. Oui, justement, je rebondissais sur ce que disait Madame Fertin, sur cette communauté, sur cette collectivité. Je crois que le temps est dépassé où le pouvoir venait d'en haut et où le pouvoir venait associé au savoir. Et aujourd'hui, le savoir est à portée de beaucoup de monde, puisque Internet a permis la consultation de beaucoup de choses. Les enfants sont curieux, vont rechercher des informations. Et je crois que nous préparons aussi le monde de demain dans le sens de la coopération, de la collaboration, en lieu et place de la compétition. Et même les équipes de travail dans les entreprises, etc., je pense, seront beaucoup plus collaboratives, coopératives. Et ça prend dès l'école primaire, justement en discutant ensemble et en faisant partie de cette communauté de recherche, qui est le terme, et en étant chacun un interlocuteur valable. Donc vraiment, les ateliers philo ont tout cet intérêt d'apprendre aux enfants qui seront les adultes de demain à discuter ensemble, non seulement de penser et pour le savoir-vivre ensemble,
relationnelle, mais aussi pour la construction, je dirais, dans les usines, dans les entreprises, etc., que ces enfants qui auront pris l'habitude d'avoir une opinion justifiée, une opinion clarifiée, et qu'ils pourront écouter les opinions d'autres et qui seront fiers d'avoir construit ensemble, au lieu d'avoir chacun fait son petit bout de truc dans son coin. Je pense que d'ici 10 ans, si les actions de philosophie dans les écoles continuent, on aura vraiment quelque chose qui aura fait évoluer profondément la société. Très bien, merci beaucoup. Merci Marie-Jeanne. Alors, je pense qu'il me reste, si on veut respecter la plage horaire, il nous reste une vingtaine de minutes pour les questions. Alors, première question de Bruno, j'imagine que c'est pour Audrey. Elle dit, dans ce fonctionnement, j'imagine qu'elle parle des ateliers philo, l'adulte ne doit-il pas être un enfant pensant? Un enfant, hein? Un enfant pensant, qui pense. Alors, l'adulte ne doit-il pas être un enfant pensant? Si j'ai bien compris, est-ce que l'adulte ne doit pas repartir ou revenir à son enfance, à s'incarner de cette nature d'enfant pour effectivement penser avec les enfants? L'adulte qui est, j'imagine, l'animateur. Je peux? Oui, bien sûr, Marie-Jeanne. Alors, je pense qu'Audrey répondra, et peut-être aussi Tijania, sur l'aspect organisation, mais sur l'aspect vis-à-vis des enfants, je crois que les enfants ont besoin d'un adulte structurant, solide, confiant, bienveillant, bien entendu, mais qui reste adulte. Et comme le disait Audrey tout à l'heure, les enfants ne connaîtront jamais la vie de l'adulte. Voilà, juste sur la posture. Mais peut-être Audrey et Tijania auront d'autres réponses. Oui, je pense moi aussi que l'animateur, d'ailleurs il y a une question qui s'adresse à moi pour l'intervenant, l'animateur doit être un adulte et doit quand même être armé de philosophie. Et parce que certains pensent qu'on n'a pas besoin d'être philosophe pour animer, mais pour choisir la pensée, en choisir la raison, c'est très important d'avoir des gens au moins qui ont une connaissance de la philosophie. Même si moi, j'ai dit que j'ai mené une activité en physique où il fallait libérer les élèves des fausses opinions, de la connaissance, mais c'était quand même par des gens qui maîtrisaient la matière qui est la physique. Il faut maîtriser la doute est nécessaire. Et il faut qu'il reste adulte, comme a dit Marie-Jeanne. Alors, je viens de comprendre comment enlever le bouton pour pouvoir parler. Donc, ça va changer ma vie. Merci. Je rejoins les collègues, hein, effectivement, sur la place de l'adulte. Alors, jolie métaphore que de dire et de penser que l'adulte serait un enfant pensant. Je rejoins Marie-Jeanne en disant que l'adulte est vraiment garant du cadre. Donc, ça me semble primordial pour pouvoir vraiment installer un espace à la fois sécurisant et à la fois un espace qui permette tout simplement la liberté de pouvoir ne pas être coupé, par exemple, par d'autres. Le fait que ce cadre puisse garantir à chacun de pouvoir s'exprimer. Mais en tout cas, cet adulte qui est garant finalement de ce cadre, en même temps, il n'est pas garant et dépositaire du savoir. Le savoir se construit vraiment avec les enfants et en ça, s'il reste convaincu que son savoir et sa pensée est la seule, voire peut-être dans une certaine manière, en posant des questions, des reformulations, en négociant ses synthèses, aller vers ce vers quoi il a imaginé, en tout cas conçu sa pensée,
alors là, ce serait vraiment un problème. Donc peut-être que là, il devrait finalement retrouver cette part de naïveté, si je puis dire, pour pouvoir se laisser tout simplement se mettre au niveau des enfants et de se dire que quand on fait un atelier philo, finalement, première chose qu'on dit aux enfants, puisque les enfants sont toujours en train de se demander, et toi, tu t'en penses quoi, toi Et quand on pose, et c'est pas une naïve, enfin c'est pas fin de dire, mais la question que tu poses, la question que vous vous posez, je me la pose aussi. Qu'est-ce que l'amour? Je n'en sais rien. J'ai plusieurs idées là-dessus, mais effectivement, le fait d'entendre ce que pensent les uns les autres, je n'ai pas, je peux avoir des vérités, mais c'est pas la vérité. Donc voilà, c'était pour compléter. Très bien. Alors, deuxième question. Pensez-vous qu'il vaut par conséquent mieux que les animateurs soient intervenants extérieurs et non enseignants? Alors, la question est posée directement à Tijania, mais je pense aussi que Marie-Jeanne et Audrey pourraient très bien. Parce que j'ai parlé du cercle de mineurs, je crois, mais les cercles de mineurs, ce sont des enseignants de philosophie. Voilà. Mais être dans la globalité, parce que ça rentre dans. Je pense qu'il doit être un enseignant, parce que ça rentre quand même dans. C'est-à-dire que moi, j'espère, ou il est temps, il est nécessaire de réinventer l'enseignement de la philosophie, de le reconsidérer, de le revoir à notre manière, de revoir sa place dans le cursus scolaire. Donc, ça reste, moi, ma proposition, je ne sais pas ce que pensent Madame Audrey et Marie-Jeanne, c'est une reconsidération à l'intérieur du système scolaire. Donc, normalement, c'est des enseignants. Mais rien ne nous empêche de faire venir, pour la partie artistique, de faire appel à des artistes. Et c'est le cas. Moi, j'ai eu des artistes qui ont intervenu aussi dans ces ateliers. Merci beaucoup, Tijania. Marie-Jeanne? Alors peut-être, nous, justement, chez SEV, nous formons des personnes qui ne sont pas forcément des enseignants. Il y a des enseignants, mais il y a aussi des personnes qui simplement ont envie de participer à ce mouvement de savoir-être et vivre ensemble. Donc, bien entendu, il y a dans notre formation des notions de philosophie. Il y a, avec des gens comme Audrey, des formatrices comme Audrey, l'apprentissage de la technique, bien entendu. Mais il y a aussi, et peut-être ça nous ramène à la question que posait Bruno Vial tout à l'heure, cette innocence et cette légèreté, justement, cette posture qui n'est pas une posture d'enseignant, qui peut favoriser peut-être aussi un autre rapport à l'enfant. Et quelquefois, des enseignants changent de place pour ne pas avoir leurs élèves lorsqu'ils animent un atelier de philosophie. Et pour justement que ce soit une autre posture, qu'il faut apporter quelque chose de différent. Encore une fois, parce qu'il peut y avoir aussi des ateliers qui se pratiquent dans les médiathèques, dans des associations, dans des temps d'activité périscolaire. Donc, ça s'élargit bien au-delà des enseignants. Et ça se passe. Alors, évidemment, il faut que la formation soit rigoureuse, bien entendu. Hein. On n'y va pas comme ça parce qu'on a envie, bien sûr. C'est une formation longue, rigoureuse, sérieuse, mais qui peut aussi déboucher et être suivie par des personnes qui ne sont pas des enseignants, avec des résultats très intéressants. S'il te plaît. Oh. Voilà. Et peut-être également par rapport aux enseignants, puisque dans le cadre de mes fonctions, puisque j'accompagne les enseignants, enfin au-delà de mes activités tellement plaisantes à Sèvres, mon travail c'est vraiment de pouvoir former les enseignants, à la fois les enseignants qui sont en poste, à la fois sur ces pratiques de philo et aussi les futurs professeurs des écoles. Et finalement, on se rend compte que chez les enseignants, lorsqu'ils mettent en place
ces ateliers philo, dès qu'ils ont compris finalement, dès qu'ils y ont un petit peu goûté, dès qu'ils ont désir de pouvoir remettre en place, ils ne font plus leur métier de la même manière. Accepter finalement de laisser une place finalement au doute, je ne parle pas au doute systématique, attention, on n'est pas sur du scepticisme, mais accepter que des questions puissent être posées, eh bien c'est changer sa modalité de travail, c'est pouvoir construire sa classe comme une communauté de recherche philosophique. Moi, il m'est déjà arrivé d'être interpellée par des élèves lorsqu'on était en train de travailler sur le système solaire, lorsque j'étais encore enseignante à temps plein auprès d'enfants de 8-9 ans, d'avoir été interpellée par des enfants qui m'ont dit « Mais alors l'univers, c'est du vide ou c'est du plein ?» Et nous voilà en train de partir sur une question, finalement, c'est permettre l'émergence de toutes ces questions et c'est vraiment changer totalement sa manière de fonctionner en classe et encore une fois, le rapport au savoir. Mais c'est une jolie révolution, ça. C'est bien. D'accord, avec toi, Audrey. Alors, on passera, il nous reste deux petites questions. La première, est-ce que je peux pratiquer la philosophie avec mes enfants ou en dehors de classe? Je n'ai pas bien entendu, Sofiane. Est-ce que tu pourrais répéter, s'il te plaît, ou peut-être que les collègues ont mieux entendu? Est-ce que je peux pratiquer la philo avec mes propres enfants ou en dehors des classes? Alors, dans l'expérience qui se passe, la philosophie peut être pratiquée avec des enfants dans bien des endroits divers. Madame Ferta nous disait que ça peut se passer en prison. Il existe des expériences qui se passent en bas des barres d'immeubles, dans la rue, dans la forêt. Ça peut se passer, moi je dis toujours, un skatepark avec 10 enfants, ça peut faire une discussion philosophique. Il peut y avoir toutes les occasions qui sont bonnes pour philosopher. Mais il faut toujours qu'un adulte soit garant d'un cadre, effectivement, qui va faire en sorte que la discussion ne parte pas dans tous les sens, que l'on ne s'interrompt pas, que l'on ne se critique pas, que l'on ne s'humilie pas. Enfin, il y a des impératifs, justement, qui vont faire que l'atelier va rester philosophique et pas une discussion de comptoir d'enfants. Mais je ne sais pas si d'autres témoignages, Audrey ou Madame Ferta. Votre micro, Madame Ferta. Votre micro. Oui. Je ne m'entends pas. Le micro. Le micro, Tijania, s'il te plaît. Merci. Alors, non, toujours pas. Oui, maintenant, c'est bon. J'ai dit que peut-être en classe, c'est-à-dire le cadre scolaire. Moi, j'ai pratiqué cette philosophie dans un lieu très particulier qui est la prison. C'est un lieu où tout est mis pour dire non aux prisonniers. C'est-à-dire n'importe quelle pensée peut être dérangeante, peut être l'objet d'une punition. Et la punition dans la prison, vous savez comment ça se passe. Et je vous dis pour les enfants, parce que à la prison, moi j'ai dû faire 3 séances. Une séance où je n'ai fait que préparer les jeunes, leur dire voilà ce que je veux faire, allez réfléchissez. J'avais fait un petit exposé en un PowerPoint pour toutes les sessions qu'on a préparées. Et je leur ai dit, voilà, vous réfléchissez, vous êtes libre de venir ou de ne pas venir. Et je me suis trouvée avec tous les prisonniers qui voulaient venir. Et croyez-moi, il y avait des enfants de 11 ans, 3 enfants qui avaient 11 ans. 5 enfants qui avaient 11 ans, ils ont été emprisonnés bêtement parce qu'ils ont essayé de prendre des nefs d'une villa, alors que le propriétaire aurait pu leur donner 2 gifles et les envoyer chez eux. C'est-à-dire que, et c'était très intéressant parce que ce sont des enfants qui sont déjà adultes, parce que c'est des enfants qui ont une histoire d'un adulte.
Et donc, leurs propositions sont très intéressantes. La première question, quand j'ai posé « Qu'est-ce que la liberté pour vous ?» la première réponse, sortir de la prison. Il y a quelqu'un qui lui a dit « Oui, mais tu sors de la prison et tu vas contre la loi et tu reviens. » Donc, il faut réfléchir sur la loi. Et c'est comme ça qu'on a posé la question, peut-on vivre dans une société sans loi? Donc, dans toutes, là, les centres de réforme, les centres de bienfaisance où les enfants vivent, les maisons de talibas chez nous. Et pour moi, tout enfant, au Maroc du moins, où un enfant obéissant, c'est celui qui baisse les yeux, c'est celui qui ne répond pas à ses parents. Donc, on est encore dans cette éducation. Donc, nous avons besoin de libérer la parole pour pouvoir libérer la pensée. Et la pensée n'est pas tout à fait libre. Donc, voilà. Mais je pense que pour moi, je pense que c'est un travail d'éducation qu'on doit faire au sein de la classe, au sein de l'école et au sein de toute institution qui a pour objectif l'éducation de l'enfant. Comme Madame Jeanne, il faut que les enfants comprennent qu'ils sont libres. Mais libres, ce n'est pas faire ce qu'on veut, mais avec la liberté, il y a le respect de certaines règles. Quand je dis la liberté, qu'il faut la destiner dans un cadre qui ne dépasse pas 50 cm, moi je trouve que c'est une idée très magnifique. Ils vont peindre la liberté dans un cadre limité, où ils n'ont pas la liberté de le dépasser. Donc ils vont réfléchir, ils ont réfléchi aussi comment exprimer la liberté dans un cadre limité. Et à partir de là, on va vers, parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, c'est que ma liberté s'arrête là où la liberté de l'autre commence. Voilà, c'est... Merci Tijania. Je pense que vous avez déjà anticipé la réponse à une autre question qui était justement, ne pensez-vous pas que certains cadres de la société marocaine réduisent l'émergence de la pensée libre? Et je pense que vous avez déjà répondu. Oui. Oui. Alors, il reste une dernière question. Il y a 5 minutes. Quels sont les leviers pour développer les philo en général et en particulier au Maroc? Quels sont les leviers pour développer les ateliers philo globalement, je pense, dans le monde entier, chacun dans son environnement et en particulier au Maroc? Bon, vous savez, la philosophie au Maroc, c'est une pensée battante. Parce que, comme j'ai dit tout à fait au début, j'ai dit que la lignée, ceux qui ont voulu tuer la raison, et la philosophie existe toujours. Donc, elle est militante. On doit se battre pour que la pensée libre existe. Et nous avons besoin, nous au Maroc, nous avons besoin de cette pensée libre à partir de notre jeunesse. Parce qu'une fois que les gens apprennent, tous les enfants apprennent à être libres, on ne peut plus les arrêter. C'est l'école qui est déterminante. Bien sûr, la famille, mais la famille elle-même, elle est l'œuvre de cette école. Donc, les leviers, il faut militer pour ça. Il faut militer pour la liberté de la pensée, la liberté de l'expression. Très bien. Marie-Jeanne, Audrey? Peut-être un dernier mot sur le sens même de ces ateliers philo. Je pense que chaque enfant qui participe à un atelier philo, c'est-à-dire à une construction, à une élaboration d'une pensée commune et qui amène sa petite pierre à l'édifice, peut gagner en fierté de lui-même. Et pas une fierté surfaite, mais une fierté construite et raisonnée, quoi. Et donc, dans cette fierté, il peut acquérir de la confiance en soi. Et la confiance en soi, encore une fois, qui n'est pas de la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf, mais qui est une confiance en soi fondée et qui va, encore une fois, participer, ça va amener l'enfant, et donc le futur adulte, à être beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, beaucoup plus capable d'être en relation et d'être intégré
dans la société. Donc pour moi, vraiment, les ateliers de philosophie, je vous rejoins complètement, Tijania, quand vous dites que c'est vraiment une obligation quoi, aujourd'hui de faire entrer la philo, non pas l'étude des philosophes, mais l'acte de philosopher dès l'école primaire, partout dans le monde. En revanche, je vais avoir peut-être un propos un peu plus nuancé. Il me semble que si les choses étaient institutionnalisées, notamment dans les programmes scolaires, etc., je ne suis pas forcément certaine, comment dirais-je, que ce soit appliqué partout. Il me semble que effectivement le militantisme et le fait que chaque personne qui puisse s'essayer à ces ateliers philo, et on sait que les premiers ateliers philo, il faut s'armer de courage finalement. Du courage parce qu'on a parfois une conception autour de voilà ce que devrait être un atelier philo et finalement se retrouver face à des enfants, face à l'imprévu, face à tout ce qui aurait pu nous échapper alors qu'on aurait pu préparer des belles choses. Et voilà. Mais par contre, il y a quelque chose qui demeure, c'est cette envie et ce désir d'eux. Et à partir du moment où les personnes ont goûté un petit peu aux ateliers philo, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, que ce soit les enseignants, eh bien alors dans ce cas-là, pour moi, c'est là où on va vraiment pouvoir faire bouger les choses de l'intérieur et pas forcément par une injonction. On a déjà bien vu ce que ça pouvait donner dans les programmes officiels. Il y a peut-être même des enseignants qui auraient écarté d'un geste de la main parce que ça devenait quelque chose d'institutionnalisé. Mais changer les choses par l'intérieur, et c'est bien, je pense que par les expériences de Madame Ferta, par ce qu'on peut vivre aussi à Sèvres, on se rend bien compte que finalement, l'élément déclencheur et le moteur se joue de l'intérieur. Et donc, par le militantisme aussi, et surtout. Oui, bien sûr. Oui. Oui. Très bien, merci beaucoup. Sur ces mots positifs, dans du courage, résilience, lâcher prise et militantisme, je tiens à vous remercier chaleureusement pour la qualité de vos interventions, de la passion que j'ai personnellement sentie chez vous trois. Merci encore une fois à l'Institut français de Rabat pour cette magnifique occasion. Je vois M. Pierre Hubert qui est de retour. Si vous avez envie de nous donner les derniers mots, alors, je voulais surtout vous remercier très chaleureusement de votre participation à tous les quatre, en particulier les trois intervenants de ce soir. Remercier bien évidemment pour le travail qui a été réalisé au cours de cette table ronde qui constituait à sensibiliser autour des ateliers philo. J'ai retenu deux choses dans ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que d'une part, les ateliers philo, c'était fait pour faire évoluer positivement la société et aussi pour faire une jolie révolution. Donc on verra quelle révolution sera mise en place dans les prochains jours grâce aux interventions en particulier de Sèvres. En tout cas, demain, il y a des formations pour les enseignants, qu'ils soient des enseignants de Rabat, de Kénitra, d'Essaouira, puisque nous avons des inscrits d'un petit peu partout sur le réseau à l'occasion de cette formation innovante de l'Institut français du Maroc en général, de Rabat en particulier. C'est un lieu de formation, c'est un lieu d'innovation, c'est un lieu d'échange, même dans cette période de pandémie où il faut que l'on passe par les tuyaux de l'Internet, mais en tout cas, ça permet de faire des choses. Bien évidemment, je dois remercier aussi celui qu'on ne voit pas, mais qui permet de réaliser cette opération. C'est Frédéric Jagu à Paris qui nous a mis à disposition ce dispositif. Je tiens aussi à remercier très chaleureusement toute l'équipe de l'Institut français de Rabat qui a participé à la préparation, en particulier la responsable de la médiathèque, Marion Bourrel, qui elle aussi doit être cachée derrière quelque part. En tout cas, merci à tous les quatre. Merci à Sofiane pour cette modération. Et puis, on vous dit donc à très bientôt pour la suite. On retrouvera cette table ronde en ligne très rapidement sur les réseaux sociaux de l'Institut et peut-être d'autres instituts français au Maroc. Merci à tous les quatre et bonne fin de soirée à toutes et à tous. Merci à tous les intervenants et à toutes les questions que vous avez posées. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Pierre Hubert. Merci Tijania. Merci encore une fois Audrey, Marie-Jeanne,
On se donne rendez-vous demain pour la formation des enseignants et pour les autres dans d'autres événements très bientôt. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci, Au revoir. Au revoir. Merci encore. Éducation aux couleurs de la vie. Au revoir. Au revoir. C'est bon, on s'en va? Je pense qu'on doit s'arrêter.